Bonjour chez vous, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entretien qui reçoit aujourd'hui Nikez Kibel-Bel, journaliste, reporter et puis éditeur du journal Les Coulisses et spécialiste des guerres à l'Est de la République démocratique du Congo. Nikez, bonjour. Bonjour chers confrères, c'est un plaisir pour moi d'être encore votre invité. Est-ce que vous allez bien? Oui, on va bien, on est là, on tient. Et les armes continuent d'exécuter l'hymne de la mort à l'est de la République démocratique du Congo. Les tout premiers conseils des ministres du gouvernement Sama II s'est réuni vendredi dernier autour du chef de l'État, commandant suprême. L'imposition de la paix à l'est est la priorité des priorités. Un commentaire d'un spécialiste de guerre. C'est normal parce que effectivement, une partie de notre pays est amputée, ou la RDC est amputée d'une partie, pour dire vrai. Il faut tout faire pour la récupérer. Et pour la récupérer, il faut faire la guerre puisque nous sommes en guerre. Donc c'est normal que ce soit la priorité des priorités pour le gouvernement congolais. Et aujourd'hui, nous avons Jean-Pierre Bemba, l'ancien chef rebelle, et puis leader du MLC, qui est à la tête du ministère de la Défense. Est-ce Bemba est-il un nom providentiel? Providentiel, je ne le dirai pas, mais je peux dire, sans risque de me tromper, que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Pour 2-3 raisons. Bemba, vous l'avez dit, a été chef rebelle. Il a occupé le tiers du pays. De Kanyabayonga dans le Nord Kivu à Imese dans le sud Ubangi. Il a géré tout cet espace-là. Bemba connaît, je dirais pas très bien, mais connaît la pensée de Museveni, du président Museveni, parce qu'il était son parrain. Bemba connaît ce qui se cache derrière toutes ces guerres. Mais je peux dire aussi que Bemba a du charisme. Alors, la manière avec laquelle il a géré, Bemba a du charisme. Et nous espérons, nous souhaitons, ça c'est notre souhait, qu'il puisse mettre tout cela au service de la nation pour faire revenir la paix. Parce qu'il peut parler aux troupes avec son charisme, la troupe ou les troupes peuvent l'écouter, ils peuvent parler à l'administration. Bref, il doit mettre de l'ordre dans l'administration militaire. Et avec un peu de bonne foi, il peut y arriver. Mais une armée gangrénée par des magouilles, comme l'avait dénoncé le chef de l'État à Béni sur le plan effectif, est-ce Bemba n'a pas été affaibli par la prison et l'âge? D'abord, il faut dire que l'armée est l'émanation de la population. Les militaires, on ne les recrute pas dans un couvent, au grand séminaire. L'armée reflète ce que sont les Congolais. Donc, nous devons comprendre que si nous voulons sauver l'armée, nous devons aussi nous sauver nous-mêmes. Mais vous soulignez un problème important. Je pense que la prison a assagi Bemba. Bemba revient de la prison, comme diraient les églises, comme un homme qui est né de nouveau. Parce que je pense, je ne suis pas Jean-Pierre Bemba, je ne suis pas le VPM Jean-Pierre Bemba, mais je peux me mettre dans sa peau en disant, au moins il a retenu 2 leçons pendant les 10 ans passés à la prison. La première leçon, c'est qu'on ne peut pas faire, les Africains, et notamment les responsables africains, ne doivent pas faire totalement confiance aux Occidentaux. Ça, c'est la première des leçons. Il en est la victime. La deuxième des leçons, c'est que ce que le Rwanda et l'Ouganda nous font à travers les milices, c'est une volonté ou c'est l'exécution du contrat leur donné par les Occidentaux, notamment la France, la Grande-Bretagne. Je commencerai par la Grande-Bretagne et les États-Unis, la France vient après, je pourrai vous expliquer. Donc, au regard de ces 2 convictions, le vice-président Jean-Pierre Bemba sait, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba sait maintenant où mettre le pied, qu'est-ce qu'il faut
en tant que chef de guerre, parce qu'à la différence de tous les autres chefs seigneurs de guerre congolais sous la conduite de ces deux parrains rwandais-ougandais, Bemba était presque le seul à suivre la filière d'achat d'armes. En tout cas, si je me trompe, il n'a qu'à m'en pardonner, mais au moins il savait quel type d'armes il pouvait utiliser pour affronter les FAC, les forces armées congolaises, et avec quel type d'armes gagner. Donc, il sait au moins qu'avec des vieux AK-47, on ne peut pas gagner. Et donc, il peut, avec le concours du chef d'État, ou bien avec le conseil du chef de l'État, il peut implémenter la guerre pour voir quel genre d'armes nous pouvons avoir, les FARDC, pour faire face à ces complots internationaux. N'oubliez pas que la MONUSCO a dit qu'elle n'a pas d'armes pour combattre ceux qui sont en face. Oui. Et donc nous n'avons plus besoin d'AK-47. Nous avons besoin des armes, les guerres modernes avec des armes qui conviennent pour que nous puissions être respectés. Vous qui avez couvert plusieurs guerres, vous avez écrit beaucoup de livres. Par où Bemba doit commencer pour éviter les échecs de ses prédécesseurs? L'administration commence toujours par le recensement. Donc, le VPM Jean-Pierre Bemba devrait commencer par recenser pas seulement les troupes, mais le personnel civil et militaire du ministère de la Défense. D'ailleurs, même le VPM de l'intérieur, on va y revenir aussi, hein, avec le déploiement de la force de l'EAC. On va y revenir. Oui. Parce que nous devons avoir des unités organiques, des bataillons organiques. Or, nous savons qu'il y a des bataillons qui ont mis 5-10 ans au front. Il y a des morts, il y a des déserteurs, mais on donne toujours un chiffre. Vous connaissez l'exemple. Le chef de l'État a été surpris alors qu'on lui disait qu'il y avait 20 000 hommes à Beni. Oui. Nous qui savons, la guerre à Beni a commencé avec 9 500 hommes, pas 20 000. Et si on a sorti l'argent pour 20 000, donc il y a au moins 55% du budget qui était détourné. Donc, commencez par le recensement. Mais aussi, l'armée, c'est la discipline. Et l'évaluation des opérations également. Nous y arriverons. Oui. L'armée, c'est la discipline. La discipline, c'est la mère des armées. Le recensement, la discipline, et arriver aux évaluations. Il n'est pas normal qu'on ne puisse pas évaluer ou qu'on fasse semblant d'évaluer. Vous ne pouvez pas laisser au front des troupes qui ont fait 5 ans au même front. Ce n'est pas normal. Non seulement qu'il faut relever, mais il faut le remplacer ceux qui ont été relevés. Donc, il a beaucoup à faire, mais mettre de l'ordre, voir tous ces listings, parce que nous voyons seulement les ministères de la Défense, mais les ministères de la Défense ne produisent pas l'argent. Les détournements de fonds des militaires commencent au budget, ça monte aux finances. Mais être en contact aussi physique avec les hommes des troupes, pas seulement se limiter à des réunions, des rapports des généraux, des colonels. Bemba, nous l'appelions chairman. C'est un à l'époque, oui. Un seigneur de guerre. Un seigneur de guerre n'a pas besoin de bureaux climatisés. Il travaille sous la tente, il travaille dans des casernes. Donc il doit être l'homme le plus proche possible du dernier soldat qui est au front. Parce que la guerre, d'abord, c'est le moral des troupes. S'il n'y a pas de morale, la troupe ne gagne pas. Donc, il est bien obligé, dans ces recensements-là, ce n'est pas du tourisme. Il doit voyager, voir les casernes, les rares casernes que nous avons, voir le front, voir les centres, les CI, les centres d'instruction, voir le front, savoir qu'est-ce qui manque des hommes, du matériel, des munitions, et comment réévaluer la chaîne de ravitaillement. Parce que ça aussi, c'est un problème. Ça aussi, c'est un problème. Donc, il doit commencer par faire table rase. Il a des hommes, il rencontre des hommes intelligents, mais il faut une discipline pour avoir une idée, parce qu'il sera jugé au résultat. Il sera jugé au résultat, comme nous avons dit. C'est un Jean-Pierre Bemba qui ressuscite, qui naît de nouveau, et il doit montrer effectivement qu'avec l'âge, il a acquis de la sagesse. Et nous le jugerons par ce qu'il va donner comme du tonus, booster un peu ce qui se passe.
Parce qu'il connaît les intentions qui ne sont même plus cachées de nos deux voisins et surtout de ceux qui sont derrière eux. Donc il a du travail à faire. Et donc là aussi, le nouveau ministre d'État de l'intégration régionale, Moussa Nyamwisi, qui connaît aussi, lui aussi qui a été un ancien chef rebelle, qui connaît bien Museveni, pourra donner sa touche pour que cette partie puisse être pacifiée. Un gouvernement, c'est comme un orchestre. Chacun joue sa partition. Effectivement, lorsque vous entrez, vous savez le problème c'est quoi? Ils n'ont pas été reconduits. Ils entrent. C'est-à-dire dans une équipe qui existe. Dans une équipe qui existe. C'est-à-dire qu'ils viennent apporter une touche. La différence avec... C'est comme des remplaçants dans un match de football. C'est comme des remplaçants dans un match de football. À la 80e minute. Hein? L'équipe est menée. Oui. Alors on dit au coach, la vie ou la mort, la dernière cartouche. Donc ils seront jugés parce qu'ils ne sont pas reconduits, ils sont nommés, ils entrent. Donc le jugement est plus sévère sur Moussa Nyamwisi, Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe et Peter Kazadi. Oui. Parce que finalement, nous disons, c'est pratiquement les derniers enjeux. Vous savez, au finish, nous avons les élections. En décembre, oui. Nous avons les élections. Donc voilà, la tâche n'est pas facile. Merci de Kazal. On doit aller directement sur les lignes de front dans les Rutshuru, même dans les Massissi. Quel est le rôle de l'opération Sokola 2 avec l'arrivée des troupes de l'EAC? Il y a encore le vocabulaire zone tampon qui revient. Très bien, mais si nous commençons par le commencement ou par la fin, nous disons Sokola 2 n'existe plus. Comment ça? Pourquoi? Parce que territorialement parlant, Sokola 2 commence à partir du flanc sud de Kanyabayonga jusque dans le sud Kivu, mais disons jusqu'à la limite Rutshuru-Masisi. C'est Sokola 2. Mais aujourd'hui, avec le concept des zones tampons, d'abord, la zone tampon signifie l'exclusion de l'État. Parce que l'État ne peut plus exercer sa souveraineté, ne peut plus exister son rôle régalien. Là, on a décidé des zones tampons. En 1999, une résolution des Nations Unies, je pense, c'est 688, fixait la zone tampon en Irak parce qu'on massacrait, je pense, les Kurdes. Aujourd'hui, on fixe la zone tampon chez nous, là où le Rwanda nous massacre. Et on exclut le gouvernement et les FRDC pour avoir un droit de regard. En réalité, on nous prive d'une partie de la gestion d'une partie du territoire national. On a créé ce qu'on appelle, en termes techniques, les LASM, c'est-à-dire la ligne avancée de la zone de bataille. Et la ligne avancée de la zone de bataille pour le Sokola 2, on l'a mis à Kanyaruchima, donc à 10 km de Goma. Or, Sokola 2 doit avoir comme ligne de bataille la frontière avec le Rwanda et la frontière avec l'Ouganda. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que Sokola 2 a été enterré vivant. Parce que la question qu'on se pose, Sokola 2, quel est le rôle du général commandant de Sokola 2? Parce que l'objectif premier des troupes de l'EAC, on ne nous l'a pas dit, mais c'était de venir établir donc l'établissement de cette zone tampon. Parce que quand je me Au lieu d'être des forces offensives. Ce ne sont pas des forces offensives. Plutôt aujourd'hui sur terrain, forces défensives, c'est que décrit même la population. C'est ce qu'on nous a annoncé. De la RDC. C'est ce qu'on nous a annoncé, je me souviens du point de presse que le général Kenyan a donné. Vous savez, la force, l'EAC arrive pas comme force offensive, mais pour observer le retrait du M23. Et la preuve, c'est quoi? Mais l'M23 s'entête jusqu'aujourd'hui. Mais oui. On va revenir sur le genre de pression qu'il faut faire sur... Nous allons y revenir. Oui. Mais quel est le message? Soyez là-bas, observez le retrait de Rwandais. Mais ce n'est même pas un retrait. Parce qu'en réalité, le désengagement ici signifie la localisation vers Masisi. Parce qu'à l'époque, Masisi n'était pas... concerné. N'était pas un front, un terrain d'affrontement. Le M23 dit prenez Kibumba, prenez Rumangabo, et ils sont allés dans les Massis.
Donc pratiquement, on a roulé, si vous voulez, un français simple. Donc, les troupes de l'EAC arrivent avec ce rôle-là d'observer. Comme j'ai dit, un document qui fuite, c'est un document opérationnel numéro 001 sorti du laboratoire de la MONUSCO qui dit clairement que la MONUSCO va observer la zone tampon. Dans la zone tampon, pour la première fois, le 17 janvier 2023, c'est dans ces documents. Et la réunion du mois de février des chefs d'état-major général qui déploient les troupes, pratiquement, viennent donner les certificats de naissance de la zone tampon. Mais le ministre de la Communication, vous l'avez suivi hier dans ce briefing avec la presse, Patrick Mouya, il a dit c'est bien, le gouvernement ne doit pas respecter ces zones, il n'a pas signé quelconque accord sur l'imposition des zones tampons, et puis les forces de l'EAC ne viennent pas pour balkaniser la République démocratique du Congo, c'est de l'intox qui peut même pousser la population de se soulever contre les institutions. Lorsque les forces de l'EAC, la première force, c'est la force kenyane, Kenya Defense Force, est arrivée, on nous a dit clairement ceci, et c'était presque 100 hommes, nous ne venons pas, non, nous venons pour appuyer les FARDC. C'est-à-dire, nous serons derrière les FARDC, puisque nous ne connaissons pas les terrains. Nous ne pouvons pas être devant. Nous serons derrière les FARDC. Et c'est comme ça qu'ils viennent en un bataillon de plus ou moins 800 hommes. Mais ça, c'est le discours qu'on a vendu à la population. Aujourd'hui, sur le terrain, c'est autre chose. Souvenez-vous de ce que, je pense, le président kenyan avait dit à l'époque. D'ailleurs, même le général lui-même, le général kenyan, l'a dit à un moment, nous ne sommes pas venus pour combattre. Maintenant, ils disent à la fin... Mais ça a choqué la population. Pourquoi être là maintenant? C'est pourquoi nous disons ceci. Nous ne regardons pas les accords signés. Parce que le principe ou le contre-principe d'un accord, c'est d'être violé. On signe les accords dans un rapport de force. Et lorsqu'on est faible, on peut signer n'importe quoi. Le problème, signer c'est un problème, mais le vrai problème c'est appliquer. Oui, l'application sur le terrain. L'application sur le terrain. Lorsque ça ne nous convient pas, on n'applique pas. Nous ne serons pas le premier pays à violer les accords. C'est pour l'intérêt du pays et de la population. Le Front patriotique rwandais avait signé en 1993 les accords d'Arusha. En Tanzanie. En Tanzanie. Il n'a jamais appliqué, ça a conduit à la guerre et au génocide. Donc lorsqu'on est en position de faiblesse, on peut signer. Et Kagame au pouvoir aujourd'hui. Kagame est au pouvoir. Personne n'évoque ces violations d'accords. Donc nous disons, la RDC doit revoir les accords sans savoir si nous avons bien signé ou pas. Lorsque l'intérêt de la nation le commande, nous sommes obligés de violer ces accords. Parce que sur le terrain, peut-être parce que Kinshasa est loin, mais sur le terrain, la réalité, elle est là. Il y a une zone tampon, une zone interdite au FARDC, parce que le Rwanda dit, si les FARDC arrivent, entrent dans cette zone, nous attaquons. Mais le Rwanda... Ce n'est pas une manière, excusez de vous couper la parole, Nickel, c'est tellement pédagogique, ouais. C'est que vous êtes en train de dire, une manière, et au M23, et au Rwanda, de cacher des preuves de massacre, de viols, par exemple le cas de Kishiché. Hein. Mais vous le dites si bien. Oui. À l'époque, la MONUSCO voulait aller là-bas, le Rwanda a refusé. Parce que moi, je ne parle pas du M23. Makenga, il était à Kampala, réfugié. Il avait combien de troupes? Il avait combien d'armes, combien de types d'armes? Aujourd'hui, les armes avec lesquelles ils combattent, ils les ont eu où? Avec quel argent? Donc c'est le Rwanda qui combat chez nous. Alors, toute cette gymnastique sert effectivement à effacer les traces. Et malheureusement, ils sont seuls dans cette zone où ils ont commis des atrocités. C'est pourquoi j'ai dit... Et piller les minerais aussi. Mais la guerre a un soubassement économique. Le ministre de l'Industrie l'avait dit à l'ancien gouverneur du Nord Kivu, je lui en parle beaucoup pendant 12 ans. Ouais. Il avait même prédit que c'est les pyrochlores que Kagame cherchait aujourd'hui. Il n'a pas été contredit par les faits. Mais Julien Paluku, c'est l'homme qui, parmi les hommes qui maîtrise mieux, parce que quand on a été gouverneur pendant 12 ans, on connaît les tenants et les aboutissants de tout ce qui se passe. Effectivement, les pyrochlores ou les niobium,
Pyrrhus chaleur, c'est la matière qui résiste à la haute température. Ça participe à la fabrication de fusées. Des fusées, oui. Et cette matière-là se trouve à Louéché. Louéché, c'est à quelques 5 ou 7 kilomètres de Nyanzale. Nyanzale, vous avez Kishiché. Et c'est cette zone-là. À l'époque, les hélicoptères de l'armée rwandaise atterrissaient à Nyanzale, à 7 kilomètres. Il y a une usine moderne construite par Mobutu à l'époque, qui se trouve à Louéché, là où on exploite les pyrochlores. Donc, ce n'est pas une surprise pour nous si le Rwanda occupe cette zone-là, parce qu'il a besoin de piller. L'aspect économique de la guerre. Oui, et il a besoin aussi de cacher, d'effacer les traces des massacres. Alors, Nikes Kibelbel, nous avons maintenant les nouveaux vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, qui parlait beaucoup à l'époque opposant, hein, donc à l'UDPS. Aujourd'hui, aux affaires, vous avez parlé du problème de sécurisation des zones, par exemple, qui sont conquises par les FRDC dans des centres urbains. Qu'est-ce qu'il doit faire, et même au niveau des grandes agglomérations avec les AC? Bon, d'abord, stratégiquement. Vous ne pouvez pas lui reprocher de parler. Maintenant, on va le juger. On va le juger, bien sûr. On va juger les VPM Peter Kazadi au résultat. Oui. Il a, à peu de choses près, les mêmes défis que le VPM Jean-Pierre Bemba. La police, des vieux policiers dans des villages. Le renseignement aussi. Hein, qui prennent l'alcool, les caciques avec les criminels. Ça, il faut renouveler. Il faut rajeunir la police. Parce qu'il est anormal que des localités entières il y a des nominations, ne soient pas contrôlées par la police. Et il est aussi anormal qu'à chaque attaque, les FRDC dégarnissent les fronts pour venir sécuriser les villes. Le rôle du militaire, ce n'est pas la sécurité des villes. Ça, c'est l'agent de l'ordre. Et l'agent de l'ordre, c'est le policier. Donc, il faut recruter, il faut rajeunir. Et motiver aussi les FRDC. Naturellement, il faut, c'est pourquoi j'ai dit mutatis mutandis. Mais avec la loi pour la programmation militaire, le 1 milliard, il faut qu'on les sente maintenant sur le terrain. Vous savez que les manifestes de Lancelot étaient parmi les meilleurs livres. C'est l'application. Nous voulons sortir les pays de la honte. Et il faut appliquer. Bemba l'a dit. Oui, il faut appliquer. Oui. C'est pourquoi je l'ai dit pour Bemba. Il a la carrure, mais nous allons les juger au résultat. En tout cas, nous ferons les Saint Thomas. Alors, Nikes Kibel, pourquoi le M23 et ses alliés rwandais continuent à s'entêter, retrait ou pas retrait, le jet de ping-pong? Quel genre de pression faut-il faire sur le M23 et Kagame? La pression, on ne la fera pas sur le M23. La pression, il faut la faire sur Kagame. Mais au-delà de Kagame, il faut faire la pression sur 3 pays. D'abord, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France. Parce que ce sont eux. Macron l'a dit à Kinshasa ici. Des grandes puissances pour autant les citer. Et il faut faire la pression. Le pape l'a dit. Le pape François l'a dit. Arrêtez de piller la RDC. Mais pourquoi ne pas entrer par la bonne porte? Donc, le vrai problème, Kagame devient même le deuxième problème. Le vrai problème, c'est l'économie, ce sont les ressources naturelles. Alors, faisons la pression auprès de ceux qui commandent, qui ont besoin de ces ressources naturelles. Ils feront la pression sur Kagame et Museveni. Sauf fait ça, le M23 disparaîtra comme il est né. Donc la pression diplomatique. Mais il y a 4 pressions. Oui. Le diplomate donne la mort par la parole. Le militaire, la pression militaire donne la mort par les armes. Il y a une 3e pression que nous semblons un peu oublier, c'est la pression médiatique. Les guerres actuelles sont avant tout médiatiques. Ce qui nous concerne, nous journalistes. Ça nous concerne. Mais regardez, le monopole de l'information aujourd'hui, ce sont les médias occidentaux. Et à qui la faute? Mais à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que d'abord, posons-nous la question simple. Il y a la guerre à l'Est. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de prendre des journalistes à Kinshasa, de les amener au front pendant une semaine, qu'ils comprennent les réalités là-bas? Parce que c'est une honte qu'un journaliste congolais puisse parler de la ville de Bunagana, puisse parler de la ville de Sake. Et nos médias télévision qui prennent des images de France 24 par exemple, parce qu'ils n'ont pas le moyen d'y aller. C'est abject. Et puis c'est très honteux. Hein? Il y a des journalistes congolais locaux là-bas
qu'est-ce qui empêche de les encadrer, de leur donner une directive? Parce que c'est d'abord notre pays. Le patriotisme. Le patriotisme. Qui surplombe même l'éthique et déontologie. Mais oui. Parce que vous pouvez bien mettre l'éthique, mais si on nous prend ces pays, vous irez faire l'éthique où? C'est une réalité. Donc le problème, il est capital. Nous devons cesser de nous informer sur la RDC à partir des médias étrangers. À partir de Paris, à partir de En Londres. tout cas, moi, sur ce point, je me suis déjà libéré. Donc, libérez-vous. Ne vous informez pas de ce qui se passe chez nous à partir des médias. Mais il y a quand même la campagne Bendele Koyate, initiée par le ministre de la Communication et Médias. Est-ce une campagne qui est à la hauteur de la tâche? Outre cela, donc, que doit faire le ministre de la Communication, le ministre de la Défense, et donc le vice-président Jean-Pierre Bemba Gombo et le VPM de l'Intérieur Peter Kazadi, surtout sur le plan médiatique? Ça n'a jamais été assez. Oui. Il faut continuer davantage. Bendele Koyate, il faut continuer la sensibilisation. Ça, c'est très important. La ligne éditoriale, le gouvernement de la guerre. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut des laboratoires. Oui. Des laboratoires qui donnent la vraie information, qui combattent les fake news. Ce n'est pas seulement par les slogans. Il faut avoir aussi le une faire. armée numérique également. Oui, au niveau, par exemple, du VPM Jean-Pierre Bemba. Oui. Mais il faut de la discipline. Pourquoi? Parce qu'il est anormal que des militaires aillent au front avec des androïdes, filmer des soldats tués et projetés. Il est anormal. On ne peut pas restreindre les libertés, réseaux sociaux, mais si on pouvait même donner leur donner des téléphones qui n'ont pas d'Android, bon, on va dire, voilà, il est en train de restreindre, mais c'est anormal. C'est anormal. Donc, il y a toute une pédagogie à faire. Le comportement du militaire au front. Celui qui meurt, c'est votre coéquipier, comme on dit, Massoua. Comment vous pouvez avoir le courage de filmer et de dispatcher les images? Non, c'est pas normal. Donc, les ministres, excusez, de la communication a dit certains journalistes sont en train de relayer peut-être en décès et la propagande même des terroristes et M23 avec leurs déclarations. Tout cela devrait être mis dans un laboratoire, comme vous l'aviez dit. Mais vous savez, est-ce que le journaliste congolais maîtrise la loi sur la presse? Même si cette loi est liberticide, il ne la maîtrise pas. Parce que les articles 75, 76, 77, 78, sauf erreur de ma part, parlent de la démoralisation des troupes. Et il est dit que tout journaliste, par ses écrits ou par sa voix, démoralise les troupes. C'est la haute trahison dont la peine de mort. Comment vous pouvez prendre, vous journalistes congolais, vous donner une information comme quoi aujourd'hui l'aéroport de Goma a reçu autant de militaires, autant d'équipements? Oui. Vous avez vu Sukhoi avec Sukhoi? Oui. Oui, il y a beaucoup de photos qui ont fuité à la seconde près. Non, la première photo de Sukhoi là, attaqué, ça c'est venu du Rwanda. Le Rwanda était sûr qu'ils avaient abattu Sukhoi. Mais j'ai dit ceci, ah non, les troupes ont pris la direction des Kanyaba. Non. Tout n'est pas bon à dire dans une Tout guerre. n'est pas bon. Les journalistes doivent savoir traiter l'information. Et le correspondant des chaînes étrangères, de la presse étrangère. C'est comme s'ils ne sont pas aussi contrôlés par le gouvernement. Même Mais parce si que d'abord, quand ils ont la liberté, bien sûr. Quand vous arrivez à l'Est, ils restent quand même congolais. Mais que fait le ministre de la Communication sur ce plan? Non, ne donnez pas trop vite tort au ministre de la Communication. Parce que chez nous, on nous a mis un boulet. Oui. Le boulet, c'est quoi? Les Belges attachaient aux prisonniers une chaîne là de 30 cm de 1 mètre pour que tu puisses tourner autour de l'arbre. C'est le boulet qu'on a mis chez nous. Regardez la MONUSCO. Elle n'est forte qu'en 2 matières. Bureau conjoint des droits de l'homme. De l'homme, oui. Et puis Radio Okapi. Pour le reste, la MONUSCO ne vaut rien. Donc, cette notion-là de la démocratie et du droit de l'homme mal appliquée chez nous. Parce que regardez les correspondants, les confrères correspondants. Il ne faut pas être contre nos frères correspondants. Hein? Non. Ni pas être jaloux d'eux. Hein? Non, nous sommes des journalistes. Nous-mêmes, nous avons fait ça. Mais regardez, aussitôt qu'ils ont la première image, mais je peux te dire qu'un jour, d'ailleurs, il y a même un. Il a tellement mal mis les images
À tel point que même moi, je me suis retrouvé dans ces images en disant, voici la population qui est en train de fuir Kibumba. Alors qu'il a mal monté les images. Je lui ai dit, ça, c'est pas correct. Donc, il faut une pédagogie. Mais certains le font quand même, quelques rares qui sont là-bas. Non, je ne peux pas dire que tout le monde ne fait pas bien, mais j'ai dit de façon générale, ce que nous, la presse, nous faisons, nous détruisons notre pays. Peut-être sans le savoir. Parce qu'un journaliste qui ne connaît pas les droits est un danger public. J'ai dit, la loi sur la presse, elle est liberticide. Mais si vous la lisez correctement, vous savez que vous êtes en train d'enfreindre. Vous allez réfléchir par 2 fois avant de donner l'information. C'est tout ce que j'ai dit. Dans les institutions de formation des journalistes, il faut qu'on donne le cours de droit sur la loi sur la presse. Par exemple, vous piquez ce que moi j'ai dit. Le magistrat n'est pas obligé de m'arrêter, moi qui ai dit le premier. Mais puisque vous avez fait la publicité, il fait le choix de vous prendre. Vous ne pouvez pas dire, mais non, tel avait dit, on ne l'a pas arrêté. Non. Ça aussi, il faut le dire. Alors, l'autre pression? Finalement, donc j'ai dit, pression diplomatique, pression militaire, militaire, pression médiatique oui. et pression populaire. Ça, si vous réunissez les 4 pressions... Il faut qu'on le sente comme à l'époque de Moutebousi, à Bukavu. Hein. Oui. C'est toute la République démocratique du Congo qui est en ébullition. Mais le peuple, il faut l'encadrer, parce que le peuple a l'esprit grégaire. Mais ça demande des leaders aussi pour que cette population... Oui. Exactement, il faut encadrer le peuple. Oui. Donc, lorsque vous exercez les 4 pressions, parce que comme disait quelqu'un, la colère de la population est plus grave qu'une bombe atomique. Donc, vous voyez un peu... Cela signifie simplement que si nous faisons ces 4 pressions de façon ordonnée, de façon stratégique, même ceux qui veulent couper une partie de notre pays, ils vont se décourager. Parce qu'ils utilisent la guerre d'usure. On dit, bon, les Congolais vont se fatiguer, ils vont boire, ils vont danser, ils vont oublier, ils vont se réveiller un matin, tout est parti. Comme la zone tampon. Donc moi, j'ai dit, nous sommes sur le terrain, cette histoire de la zone tampon, c'est un piège pour le gouvernement. Non, c'est une baïonnette au cœur de la République. Ce n'est pas un problème du gouvernement. Parce que dans les 4 pièges là, nous avons le gouvernement, nous avons l'armée, nous avons la presse, nous avons la population aussi. C'est pour tous les Congolais. Chacun à sa part. Chacun à sa part. Parce que d'abord, la sécurité est l'affaire de tout le monde, de chacun de tout le monde. Si tu ne dénonces pas ton voisin, n'attends pas que le ministre de l'Intérieur vienne te le dire. Il n'est pas Dieu non plus. Voilà. Alors, Nikez, on va aller dans la région de Béni. Vous avez fait une partie d'ailleurs de votre vie et vous aviez écrit une dizaine de livres sur le terrorisme à l'est de la République démocratique du Congo. Au début, on ne croyait pas que ce n'était pas du terrorisme et qui s'est donc intensifié jusqu'au niveau d'Irumu en Ituri. Si on vous disait d'évaluer les opérations conjointes FARDC, UPDF à Béni et dans une partie de l'Ituri, quelle est votre réponse? Parce qu'aujourd'hui, on dit quand même la route Béni-Kassindi, le véhicule passe sans problème parce qu'il y a l'UPDF qui est déployé sur le terrain. Je pourrais donner la même réponse avec Sokola 2. Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'État congolais ne nous a jamais expliqué comment pendant 8 ans, le front était commandé par un seul général, secondé par 2 colonels, et qu'aujourd'hui, qu'on ait une pléthore de généraux. Ce qui risque de poser le problème de commandement aussi sur le terrain. Mais c'est la superposition des généraux et des influences, ça crée des clans. Même la communication avec beaucoup de porte-parole. Hein? Mais oui, parce que chaque opération se porte-parole. Et chacun prie dans la chapelle de son commandant. Oui. Cela signifie que ce que le porte-parole de mutualisation dit, ce n'est pas nécessairement ce que le porte-parole de Sokola est. Ah oui, parle-lui. Alors, voyez le problème. Il faut qu'on nous dise que le VPM, Jean-Pierre Bemba, pose la question: quelle est la limite géographique de Sokola 1? Parce qu'à l'époque de la conception de Sokola 1, c'était de Kanyabayonga jusqu'à Eringeti, en prenant les triangles Kassindi, Watalinga, Bachou, on revient. Quelle est la limite géographique? Parce qu'aujourd'hui,
il y a une superposition, il y a des forces ougandaises qui se sont ajoutées. Maintenant, la question, elle est simple. Aussitôt qu'on connaît la limite géographique, alors on peut dire, nous avons libéré quelle partie? Parce que jusque-là, c'est comme si... Mais on a dit beaucoup de bastions, des EDF ont été détruits. Non, mais quelle partie quelques otages libérés, mais jusque-là, oui, bon, mais vous qui revenez fraîchement du terrain. Vous savez, à l'époque, oui, les généraux Baouma et Mundos, et Charles Mundos, avaient libéré 680 otages. Mais ce n'est pas pour autant dire que la guerre est terminée. On continue jusqu'à aujourd'hui. La question vaut son pesant d'or. Quelle est la limite géographique de la mutualisation? Parce qu'on va dire, si la mutualisation, par exemple, s'est faite uniquement dans la ville de Beni, on dira, nous sommes arrivés à neutraliser tous les ennemis. Mais la mutualisation est dans la jungle. C'est dans une forêt. On a pris Donc tué... vous reprochez le manque de planification. Mais c'est un manque de planification, ça je l'ai dit. C'est ne pas trop dire, ni qu'est-ce qu'il Non, je l'ai dit chaque jour. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les MTM se sont métastasés. Ils sont aujourd'hui à Irumu. Et demain, ils tuent même à Butembo. À l'époque, c'était simplement les Rwenzori. Oui, une partie de Lubero aussi a été outre. Donc nous disons Butembo, ceci. oui. Lorsqu'on monte des opérations, une opération comme la mutualisation, c'est dans le temps et dans la durée, dans l'espace, le temps et la durée. On a évalué combien de fois? Quels sont les résultats? Ce n'est pas nous dire, hier on a tué... Mais l'armée est la grande muette, peut-être ce n'est pas fait sous les caméras. Non, mais nous jugeons les faits. Oui. La grande muette, aujourd'hui, les armées modernes, mais regardez le président ukrainien. Zelensky qui est devenu modèle aujourd'hui. Parce que là, il entre dans la communication des cris, dans la communication même de la guerre. Nous disons, nous n'avons pas besoin que l'armée puisse nous expliquer. Nous avons besoin de voir, qu'on nous dise l'évaluation, parce que nous avons un coordonnateur de la mutualisation. Nous avons un commandant Soukola 1. Le commandant Soukola 1 répond de qui? Du coordonnateur, du gouverneur militaire, de l'état-major général, du ministre de la Défense. Maintenant, tous ces gens-là... Quel danger selon vous? Non, mais d'abord, il y a la guerre des clans, la guerre des influences. N'oubliez pas que, de façon générale, tous appartiennent à notre armée, mais chacun a son expérience dans la guerre. Et avec Total en Ouganda? Oui, là aussi c'est un problème, parce que la question qui se pose, est-ce que l'UPDF, l'armée ougandaise, est venue combattre les MTM, ADF, ou bien elle est venue les éloigner? Pourquoi? Parce que Total forme unités spéciales, oui. La brigade des montagnes, c'est comme ça qu'on les appelle, la brigade des montagnes. C'est-à-dire les unités spéciales de l'armée ougandaise qui combattent dans le Rwenzori pour éloigner les rebelles du champ pétrolier. N'oubliez pas qu'il n'y a pas longtemps, l'Ouganda a utilisé la même stratégie. Il a chassé la LRA, l'armée des résistants du Seigneur de l'Ouganda, Joseph Kony, qui est venu tuer à Dungu et puis en Centrafrique. Et l'Ouganda est resté calme. Donc nous devons voir les intentions cachées du voisin, qui est à la fois allié et ennemi. Mais le chef d'état-major général de UPDF est à Kinshasa. Il a même échangé hier pendant plus d'une heure avec les nouveaux VPM de la Défense, Jean-Pierre Bemba, comme quelqu'un qui connaît un peu l'art de guerre, espérant il a eu des réponses et peut-être il pourra répondre. Dans l'art de la guerre, on dit le vrai commandant, c'est celui qui lit les intentions de l'ennemi. Et il faut connaître son ennemi, connaître aussi son allié. Parce que regardez, Bunagana, nous l'avions perdu. Bunagana n'est pas la frontière avec le Rwanda. Bunagana, c'est la frontière avec l'Ouganda. Si Bunagana est tombé, c'est l'Ouganda qui a fait la passe au Rwanda, pour ne pas dire c'est l'Ouganda qui a attaqué. Et donc, les troupes ougandaises viennent d'entrer dans le cadre de l'EAC par Bunagana, mais Bunagana toujours sous contrôle du M23. Et nous revenons à la question que vous avez posée à la zone tampon. Parce que la question que nous posons, que nous poserons au ministre des Finances, au VPM de l'Intérieur, au VPM de la Défense, qui va percevoir les taxes? Bunagana, c'est un poste frontalier, un poste douanier. Alors, la guerre, elle est aussi économique. Hein. Elle est économique, mais qui va percevoir les taxes?
Et ce sont les forces de l'EAC et ils verseront dans quelle banque? C'est toujours le Rwanda via la M23. Et qui va assurer la sécurité? Ah. Quelle unité de police viendra vivre avec cette... Sinon, nous risquons de voir les Kenyans nous envoyer des policiers, l'Ouganda des policiers, ainsi de suite. Et que doit faire Peter Kazadi? Mais d'abord, tous les gouvernements et le peuple congolais, oui, renverser le rapport de force. Nous devons tout faire pour faire échec à la zone tampon. Les accords de Luanda sont clairs, le M23 se retire et se cantonne au Mont Sabinho. Mais il n'y aura pas de zone tampon, l'a dit Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement. Mais moi je vous dis que... Vous ne croyez pas au gouvernement? Ce n'est pas un problème de croire. Le problème c'est que nous vivons sur le terrain. Bien sûr, le gouvernement doit prouver que ce que nous avons dit est faux. Et nous allons applaudir parce que c'est pour notre pays. Nous ne voulons pas de zone tampon. Si le gouvernement nous rassure qu'il n'y a pas de zone tampon et que réellement il n'y en a pas, nous allons applaudir. C'est notre gouvernement. Mais si nous trouvons qu'on est en train de rouler le gouvernement, nous tirons la sonnette d'alarme. Parce que le message c'est quoi? Gouvernement, faites attention aux accords. Même l'enfer est pavé de bonnes intentions. Méfiez-vous des intentions de tous ces gens qui ont déversé leurs problèmes chez nous. Alors, Nikez, vous avez beaucoup écrit sur les terroristes, mais il y a aussi la complicité interne au sein de la population. Il y a aussi des faux terroristes EDF dans la région des Béni, même une partie des Luturi. La guerre asymétrique qui doit avoir plus compter sur le renseignement et militaire et civil qui doit faire Bemba et puis Peter Kazadi sur ce plan-là. Et pourquoi les EDF tuent à Béni? Que doivent faire les deux VPM? Renseignement militaire et civil. Réévaluer la mutualisation. Parce que vous posez un problème fondamental. Réévaluer la mutualisation signifie quoi? Dans une guerre asymétrique qui est différente de la guerre que nous menons contre le Rwanda. Dans une guerre asymétrique, le nœud du problème, c'est la population. Il faut chercher des mécanismes pour créer cette confiance entre la population et son armée. Parce que la sécurité est l'affaire de tout le monde, de toi, de moi et de nous tous. Vous ne me direz pas que le Congolais de Béni a plus confiance à l'armée ougandaise qu'au FRDC. Que le Congolais de Béni préfère donner les renseignements à l'UPDF qu'au FRDC. Non. Créons la confiance parce que la guerre asymétrique se base sur le renseignement donné par la population. Mais elle dit, elle alerte, mais les forces interviennent avec beaucoup de retard. Alors là aussi, sans entrer dans... C'est là où le membre du gouvernement, ou le gouvernement doit plus s'y atteler. Hein. Sans entrer dans ce qui se passe, ce n'est pas parce que vous avez alerté qu'on doit déployer. Le commandant doit étudier votre information parce qu'il risque d'envoyer des troupes ici sans savoir que c'est un piège, une embuscade. Donc, on ne doit pas se décourager, on doit donner l'information. Nous sommes dans une guerre asymétrique. Dans une guerre asymétrique, c'est choquer, effrayer pour contrôler la population, c'est-à-dire tuer. On tue pour montrer que l'État est incapable de vous sécuriser. Venez vers nous pour faciliter le recrutement. C'est pourquoi j'ai dit il y a toute une pédagogie. Endoctriner les gens aussi. Hein. Exactement. Il y a toute une pédagogie de sensibilisation. Sensibilisation de la population. Créer cette relation de confiance avec les notables, avec tous les leaders. C'est seulement à cette seule condition que notre armée peut gagner la guerre. Quant à la question pourquoi ils tuent, oui. Mais parce que d'abord, qu'est-ce que signifie le MTM? Madina Attawet wal Mujahideen, c'est-à-dire le premier des 5 piliers de l'islam. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est son prophète. C'est-à-dire l'unicité de Dieu. Alors, s'il y a unicité de Dieu, tout le monde doit obéir à ce seul Dieu-là. Parce qu'il est pour eux, il est l'unique et le vrai. Donc, ils les tuent parce qu'ils estiment que nous tous là, nous ne prions pas leur Dieu. Donc c'est l'islam radical. Hein? Effectivement, c'est l'islam radical. Parce que dans ces radicalismes, ils tuent même les musulmans, des apostates,
parce qu'ils croient que ces musulmans-là empiètent sur la Quelques sunna imams du tués à prophète. Béni, oui. Et on a tué 2 imams, on tue beaucoup à Béni. Donc la première cible, ce sont les musulmans. Parce que les djihadistes estiment que les musulmans, tout en connaissant le Coran, ils n'appliquent pas les sunnas, c'est-à-dire les préceptes du prophète. Et donc, il faut les châtier les premiers. Alors, après, les dommages collatéraux, c'est la population civile. Mais ils maîtrisent les médias parce que le spectacle qu'ils donnent lorsqu'ils tuent, La terreur. et à la minute, tout le monde balance les images. Donc, ils atteignent les objectifs. Ils maîtrisent les médias mieux Et on que les fait forces... la propagande sans le savoir. Sans le savoir. Et ils maîtrisent les médias mieux que les forces de défense et de sécurité, pratiquement de tous les pays, surtout des pays de l'Afrique noire, qui ne communiquent pas avec les journalistes. Nicaise, on a la fin de l'émission, une émission tellement pédagogique. Dans 30 secondes, comment finir avec le terrorisme à Béni en Ituri? Dans 30 secondes. Oui. Recréer ces mariages entre la population et l'armée, entre l'État et la population, et donner confiance, donner la pédagogie que la sécurité, c'est l'affaire de tout un chacun et de nous tous. Ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, parce qu'on ne peut pas mettre un policier devant chaque maison. Donc, le patriotisme, les Congolais doivent cesser de pleurer, mais conjuguons les efforts pour arriver à sauver notre pays qui est dans une noyade. Merci beaucoup, Nicaise Kibelbel. C'était une émission tellement pédagogique. On se retrouve à la prochaine occasion et bonne journée chez vous, accompagné de votre chaîne. Je vous remercie.